As-tu déjà ressenti cette douleur d'être ignoré par la personne que ton cœur a choisie? Comme si tu étais invisible pour celle qui occupe tes pensées jour et nuit. C'est l'erreur fatale que beaucoup commettent, éloignant à jamais l'amour qu'ils désirent si ardemment. Pendant que tu souffres en silence, il existe un secret puissant que peu de gens connaissent. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler une technique qui a permis à de nombreuses personnes d'attirer l'attention et l'admiration de quelqu'un qui auparavant ne remarquait même pas leur existence. Ce que tu vas apprendre ici ne sont pas des astuces superficielles, mais une sagesse millénaire issue du stoïcisme. Une sagesse qui réveille des sentiments profonds et authentiques. La majorité des gens empruntent des chemins qui les éloignent encore plus. Mais toi, tu es sur le point de découvrir quelque chose de radicalement différent. Cette révélation a transformé la vie amoureuse de milliers de personnes. Et je te l'assure, ceux qui l'ont appliquée ne furent plus jamais ignorés ni oubliés. Prépare-toi pour une transformation qui commence à l'intérieur de toi et qui attire irrésistiblement la personne que tu désires. Écris dans les commentaires « Je mérite d'être aimé ». Ce sera ton premier pas pour ancrer ton nouveau départ et attirer l'amour que tu mérites. Il y a quelque chose qui tue l'intérêt plus vite que tout, la supplication constante d'attention. Lorsque tu envoies des messages sans réponse, que tu appelles plusieurs fois, que tu apparais sans prévenir juste pour attirer un peu d'attention, tu es en réalité en train de creuser un trou de plus en plus profond. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec tes mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe entre tes doigts. Ce comportement désespéré vient de la peur. Peur de perdre cette personne, peur du rejet, peur de la solitude. Et ce que tu ne réalises pas, c'est que cette peur envoie un message très clair. Tu ne crois pas en ta propre valeur. Quand tu supplies pour de l'attention, tu dis au monde et à la personne que tu aimes que tu ne mérites pas d'être choisi naturellement. C'est comme si tu criais « Aime-moi s'il te plaît, parce que je ne peux pas m'aimer moi-même ». Et tu sais ce qui se passe? L'autre personne finit par y croire aussi. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Plus tu supplies, moins tu es attirant, moins tu reçois d'attention, ce qui t'amène à supplier encore plus. Un cercle terrible qu'il faut briser maintenant. Si ce contenu résonne avec toi, je te remercie pour ta présence. Tu peux me soutenir en laissant un like et en t'abonnant pour qu'ensemble, nous puissions partager ces enseignements façonnés par l'expérience. Les anciens stoïciens avaient déjà compris cela il y a des milliers d'années. Ils savaient que notre bonheur ne peut pas dépendre de choses hors de notre contrôle, comme l'amour ou l'attention d'une autre personne. Quand tu arrêtes de mendier, tu reprends ton pouvoir personnel. C'est un acte de courage que peu osent accomplir. Que se passe-t-il quand tu cesses de poursuivre? Au début, cela peut sembler décourageant, comme si tu avais abandonné. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Tu crées de l'espace, un espace pour que l'autre personne puisse te manquer, un espace pour qu'elle réalise ta valeur, un espace pour que le désir naturel puisse refleurir. La nature humaine fonctionne ainsi. On tient pour acquis ce qui est toujours là, disponible, en train de quémander notre attention. Pense à ta propre réaction lorsque quelqu'un semble indifférent. Tu te demandes « Pourquoi ? Qu'a-t-il de spécial pour ne pas avoir besoin de mon approbation ?» Et soudainement, tu veux la sienne. C'est exactement ce qui se passe quand tu arrêtes de mendier. Tu redeviens un mystère. Mais attention, cela ne signifie pas faire semblant d'être indifférent ou jouer à des jeux émotionnels. La différence réside dans l'intention. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de véritable amour-propre. Quand tu cesses de mendier, tu ne cherches pas à provoquer la jalousie, ni à forcer une réaction. Tu tournes simplement ton attention vers toi-même, ta vie, tes intérêts. Le premier pas est d'accepter la réalité telle qu'elle est. La personne que tu aimes ne répond pas comme tu le souhaiterais. Ça fait mal, mais résister à cette réalité ne fait qu'ajouter à ta souffrance. Accepte ce qui est, respire profondément et choisis consciemment de lâcher prise. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Le deuxième pas consiste à établir une période de recul. Ne l'annonce pas de manière dramatique avec des phrases comme « je ne vais plus te contacter ». Ce serait encore une forme de supplication,
Arrête-toi simplement, sans drame, sans bruit, et utilise ce temps pour redécouvrir qui tu es en dehors de cette relation. Durant cette période, permets-toi de ressentir toutes les émotions qui surgissent. Il y aura des doutes, des peurs, peut-être même des regrets. Tu te demanderas peut-être, et si je ne reçois plus jamais d'attention de cette personne? Laisse cette question venir, reconnais-la, mais ne la laisse pas guider tes actions. Rappelle-toi, tu es en train de prendre soin de toi. Le troisième pas, peut-être le plus important, est de remplir ton temps avec des activités qui te font du bien. Pas juste pour te distraire, mais pour reconnecter avec tes passions, tes talents, tes amis. Plus tu te souviens de qui tu étais avant cette obsession, plus tu deviens fort. Et plus tu deviens fort, plus tu deviens attirant. Non seulement pour la personne que tu désires, mais aussi pour tous ceux qui t'entourent. Les premières semaines seront les plus dures. Tu seras tenté d'envoyer un message, de vérifier s'il ou elle est en ligne, de trouver une excuse pour faire contact. C'est dans ces moments que tu dois être le plus ferme avec toi-même. Chaque fois que tu résistes à l'impulsion, tu renforces tes muscles émotionnels. Tu apprends à te valoriser. Ce que peu comprennent, c'est que quand tu arrêtes de mendier, tu ne modifies pas seulement la dynamique entre toi et l'autre personne. Tu transformes aussi ta relation avec toi-même. Tu dis à ton cœur, « Je mérite quelqu'un qui me choisit librement, pas quelqu'un que je dois convaincre de m'aimer. » Souviens-toi, l'amour véritable ne demande jamais à être mendié. Il coule naturellement, comme une rivière de montagne. Quand tu forces, presses et supplies, tu vas à l'encontre de cette nature. Tu crées de la pression là où il devrait y avoir de la fluidité. Tu étouffes ce qui devrait respirer librement. Et voici un autre puissant secret. Lorsque tu arrêtes de mendier, tu vois la situation avec une clarté nouvelle. Soudain, tu peux discerner s'il y a une réciprocité sincère, ou si tu projetais simplement tes désirs sur quelqu'un qui ne partageait pas ton niveau d'intérêt. Cette clarté, bien que parfois douloureuse, est un cadeau précieux. Trop souvent, nous nous accrochons à l'idée d'une personne, à la fantaisie de ce que nous pourrions être ensemble, plutôt qu'à la réalité de ce que nous sommes vraiment. Cesser de mendier dissipe la brume des illusions et révèle la vérité. Et avec cette vérité vient le pouvoir de choisir consciemment ta prochaine étape. Si cette personne tient réellement à toi, ton retrait respectueux créera l'espace nécessaire pour qu'elle le démontre. Et si elle ne le fait pas, alors tu auras ta réponse, une réponse précieuse qui t'épargnera de perdre davantage de temps avec quelqu'un qui n'est pas prêt à te donner ce que tu mérites. Le changement le plus profond survient quand tu réalises que tu n'as pas besoin de validation extérieure pour te sentir complet. Quand tu arrêtes de mendier, tu commences à te reconnecter avec ta propre force intérieure. C'est comme si tu entendais enfin cette voix douce en toi qui a toujours su ta véritable valeur, mais qui avait été étouffée par le bruit de l'anxiété et de la peur. Alors aujourd'hui, maintenant, prends cette décision. Arrête de mendier. Choisis la dignité, choisis l'amour-propre. Et observe comment le monde autour de toi, y compris cette personne spéciale, commence à te répondre autrement. Pas parce que tu utilises une technique secrète de manipulation, mais parce que tu brilles enfin avec la lumière de ton authenticité et de ta confiance en toi. Et il n'y a rien de plus attirant que cela. Quand se taire peut tout changer, il existe une force mystérieuse dans le silence que peu de gens comprennent et que moins nombreux encore maîtrisent. Il ne s'agit pas d'un silence né de la peur ou de l'insécurité, mais d'un silence conscient, choisi avec sagesse. Ce type de silence a un pouvoir étonnant. Il fait en sorte que l'autre personne ne puisse plus cesser de penser à vous. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours en train de parler ou d'expliquer vos pensées et vos émotions, il ne reste plus d'espace pour le mystère. Il n'y a rien à découvrir, rien que l'imagination de l'autre puisse remplir. C'est comme regarder un film où tout est expliqué dans les moindres détails. Il n'y a plus d'émotions à explorer, plus de plaisir à dénouer les secrets. Le silence, lui, crée un vide. Et la nature humaine ne supporte pas les vides. Elle cherche à les combler. Lorsque vous vous taisez de manière stratégique, l'esprit de l'autre se met à travailler. Il commence à se demander « Mais à quoi pense-t-il ? Pourquoi ne me cherche-t-il plus ?»
Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre? A-t-il perdu tout intérêt? Dans cette tempête de questions, vous devenez plus présent dans son esprit que lorsque vous parliez sans arrêt. Les philosophes stoïciens avaient déjà compris le pouvoir du silence. Pour eux, c'était un outil de maîtrise de soi et de sagesse. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Pratiquer le silence, c'est exercer non seulement son self-control, mais aussi sa capacité d'observation. Vous commencez à percevoir ce qui vous échappait auparavant, dans le tumulte de l'anxiété à vouloir parler. Mais attention, le silence puissant n'est pas une arme, ni une punition destinée à faire souffrir l'autre. C'est une posture intérieure de dignité et de respect de soi. C'est vous qui, sans un mot, affirmez que votre paix intérieure vaut plus que la validation extérieure. Quand vous arrêtez d'envoyer ce message anxieux, « Est-ce que tout va bien? J'ai dit quelque chose de mal. Pourquoi m'ignores-tu » Quelque chose de surprenant se produit. L'équilibre émotionnel change. Ce n'est plus seulement vous qui portez la relation. L'autre commence aussi à ressentir le besoin de contribuer. Le silence n'est pas une démission. C'est parfois un acte de foi. Foi que, si cet amour est véritable, il trouvera naturellement le chemin du retour sans que vous ayez à supplier. Foi que votre valeur ne diminue pas avec l'absence temporaire de quelqu'un. Foi que ce qui doit être sera, sans que vous ayez à forcer les choses. Quand vous sentez l'envie de rompre ce silence, de relancer la conversation, de faire ce fameux appel, respirez profondément. Demandez-vous, suis-je en train de chercher une connexion sincère ou seulement un moyen d'apaiser mon anxiété? La réponse est souvent déjà en vous, si vous avez le courage de l'écouter. Pratiquez de petits silences dans votre quotidien. Lorsqu'on vous pose une question, ne répondez pas immédiatement. Prenez quelques secondes pour réfléchir vraiment à ce que vous voulez dire. Dans vos conversations, entraînez-vous à écouter davantage et parler moins. Vous serez surpris de constater à quel point vos paroles prennent de la valeur lorsqu'elles deviennent rares, et donc précieuses. Un autre pouvoir du silence, c'est qu'il vous donne le temps de vraiment ressentir vos émotions avant d'y réagir. Combien de fois avez-vous regretté une phrase prononcée trop vite, sous le coup de la colère ou de la peur? Le silence vous offre un espace sacré entre le stimulus et la réponse. Et dans ce petit espace réside votre liberté la plus précieuse, celle de choisir. Avec le temps, vous sentirez un changement subtil. Le silence devient non plus une stratégie, mais un refuge. Vous commencez à apprécier votre propre compagnie, vos propres pensées. Et c'est précisément à ce moment-là, quand vous êtes complet dans votre silence, que vous devenez irrésistible pour les autres. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans une époque où l'on communique sans arrêt, le silence peut sembler effrayant au début. On a l'impression que si l'on ne se rappelle pas sans cesse à l'autre, on sera oublié. Mais c'est exactement l'inverse. Ce sont les silences qui laissent les empreintes les plus profondes. C'est comme une chanson bien composée. Les pauses sont aussi importantes que les notes. Sans elles, il n'y aurait que du bruit, pas de mélodie. De la même façon, votre vie émotionnelle et vos relations ont besoin de ces pauses pour retrouver du sens et de la profondeur. Le silence révèle aussi une vérité essentielle. Il vous aide à faire la différence entre les relations basées sur la dépendance et celles basées sur l'amour véritable. Lorsque vous cessez de remplir chaque instant de parole, certaines personnes s'éloignent. Et c'est une bénédiction. D'autres, au contraire, ressentent votre absence et reviennent activement vers vous. L'erreur la plus fréquente lorsque quelqu'un nous ignore, c'est de croire qu'il faut plus de mots, plus d'explications, plus d'insistance. On pense que, si l'on trouve la bonne formule, on peut réparer la situation. Mais souvent, ce sont précisément ces mots en trop qui ont tout détruit. Choisir le silence, c'est aussi choisir la dignité. C'est affirmer que vous méritez d'être recherché, apprécié, respecté, sans effort. C'est exiger la réciprocité, même sans parler. Et paradoxalement, c'est ce silence, cette affirmation silencieuse de votre valeur qui ravive souvent l'intérêt de celui ou celle qui vous ignorait. Pensez au silence
comme à une graine. Vous la plantez et vous laissez le temps faire son œuvre. Certaines graines deviendront des adieux et vous aideront à tourner la page. D'autres feront renaître un amour qui semblait s'éteindre. Mais la beauté du silence véritable, c'est qu'il vous transforme, quel que soit le résultat extérieur. Que la personne revienne ou non dans votre vie, une chose est certaine, vous aurez appris à habiter votre propre espace avec paix et confiance. Vous aurez découvert une force intérieure que vous ignoriez posséder. Et ce pouvoir changera à jamais votre manière de vous aimer et d'aimer les autres. Alors, pratiquez ce silence sacré. Coupez le bruit de l'angoisse, des messages désespérés, de cette soif d'approbation. Connectez-vous à votre sagesse intérieure et regardez comment, mystérieusement, ce silence commence à parler pour vous. Il dit au monde et à la personne que vous aimez exactement ce qu'il faut dire, sans que vous n'ayez à prononcer un seul mot. L'estime de soi ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit, brique après brique, jour après jour, à travers de petites décisions et des attitudes quotidiennes. Tout commence par la façon dont tu te parles à toi-même lorsque tu es seul. Cette voix dans ta tête te critique-t-elle sans arrêt ou t'encourage-t-elle? Voit-elle uniquement tes défauts ou reconnaît-elle aussi tes qualités? Arrête-toi un instant et réfléchis. Si ta voix intérieure était une vraie personne dans ta vie, garderais-tu cette amitié? Si la réponse est non, alors il est temps de changer ton dialogue intérieur. Commence à te traiter avec la même bienveillance et la même compréhension que tu offrirais à un ami cher en difficulté. Un exercice simple mais puissant consiste à écrire chaque matin 3 qualités que tu admires chez toi. Cela peut être des choses simples. Je tiens mes promesses, je sais écouter, j'ai un sourire sincère. Avec le temps, cette liste s'agrandit et tu commenceras à percevoir ta valeur avec plus de clarté et de constance. Un autre pas essentiel consiste à cesser de chercher constamment une validation extérieure. Quand tu dépends de l'opinion des autres pour te sentir bien, tu remets le contrôle de ton bonheur entre leurs mains. C'est comme donner la télécommande de ta vie à quelqu'un d'autre et te plaindre ensuite du programme. Reprends cette télécommande. Apprends à célébrer tes petites victoires, même sans applaudissements. Tu as terminé un projet au travail? Prends un moment pour t'en féliciter, même si personne ne le remarque. Tu as surmonté une peur? Félicite-toi, même si personne ne sait ce que tu as traversé. Ces petites célébrations privées renforcent ta relation avec toi-même. Les personnes qui ont une forte estime d'elles-mêmes savent dire non quand c'est nécessaire. Elles comprennent que leurs limites sont sacrées et que les respecter n'est pas de l'égoïsme, mais une forme essentielle de soin de soi. En posant des limites saines, tu envoies un message fort. Je me respecte assez pour me protéger. Un piège courant est de croire que l'estime de soi signifie ne jamais avoir d'insécurité ou de doute. Ce n'est pas vrai. Avoir une bonne estime de soi, c'est reconnaître ses insécurités, mais refuser de les laisser diriger ses choix. C'est dire « Oui, cette situation me rend nerveux, mais je sais que je peux y faire face. » Quelque chose de profondément transformateur se produit quand tu développes cette force intérieure. Tu arrêtes d'accepter les miettes d'affection. Quand tu crois vraiment en ta valeur, tu ne tolères plus les relations à moitié, les gens qui ne sont là que par intérêt, ou les amours qui te laissent constamment dans le doute. Tu commences à attirer et à attendre des relations à la hauteur de la valeur que tu reconnais en toi. Et voici le plus fascinant. Plus tu développes une estime de toi inébranlable, plus tu deviens attirant aux yeux des autres, surtout aux yeux de cette personne spéciale. Ce n'est pas une question de physique, c'est une question d'énergie. Les gens ressentent quand tu es sûr de toi, quand tu n'es pas en quête désespérée d'approbation, quand tu sais qui tu es et que tu es en paix avec cela. Pense aux personnes que tu admires le plus. Elles ont probablement ce point commun, une confiance tranquille. Elles n'ont pas besoin de se vanter ni d'écraser les autres pour exister. Elles n'ont pas besoin de validation constante. Elles sont, et cela suffit. C'est ce genre de présence que tu commences à développer quand tu travailles sur ton estime de soi. Un aspect très concret pour la renforcer, c'est de prendre soin de toi dans toutes les dimensions, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle.
Quand tu investis du temps dans ta santé, tes loisirs, ton développement personnel, tu envoies à ton subconscient un message puissant. Je vaux cet investissement. Et le monde commence à te répondre de la même manière. Rappelle-toi, la personne que tu désires n'est pas la source de ta valeur. Elle peut la reconnaître, l'apprécier, la célébrer, mais elle ne peut ni la créer, ni la définir. Si tu confies cette responsabilité à quelqu'un d'autre, tu lui imposes un poids injuste et tu te rends vulnérable émotionnellement. Les anciens stoïciens enseignaient l'importance de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. L'opinion des autres, leur amour ou leur indifférence sont hors de ton contrôle. En revanche, ton opinion sur toi-même, la façon dont tu te traites, la manière dont tu réponds aux difficultés, tout cela est entre tes mains. Et c'est là que tu dois concentrer ton énergie. Une estime de soi inébranlable ne signifie pas l'absence de douleur ou de déception. Tu continueras à être triste quand les choses ne se passent pas comme prévu. Tu sentiras encore le rejet. Mais la différence, c'est que ces expériences ne feront plus trembler tes fondations. Elles seront comme des vagues qui s'écrasent contre un phare, puissantes, bruyantes, peut-être même effrayantes. Mais le phare reste debout. Il est aussi crucial de comprendre que renforcer ton estime de toi ne signifie pas devenir égoïste ou narcissique. Au contraire, les personnes qui ont une véritable estime d'elles-mêmes sont souvent les plus généreuses et empathiques. Elles ne sont pas absorbées par leurs insécurités. Elles ont plus d'énergie émotionnelle disponible pour vraiment s'occuper des autres. Quand tu commences à te valoriser sincèrement, quelque chose de magique se produit dans tes relations. Tu arrêtes d'essayer de changer l'autre. Tu comprends que ce n'est pas ton rôle de réparer quelqu'un, ni celui de quelqu'un d'autre de te compléter. Tu cherches des relations de complémentarité, pas de dépendance. Et cela, c'est incroyablement libérateur, pour toi comme pour l'autre. Si tu es dans cette période douloureuse où quelqu'un que tu aimes t'ignore, utilise cette expérience comme une opportunité pour renforcer ton estime de toi. Ne te demande pas « Pourquoi ne m'aime-t-il pas ?» Demande-toi « Qu'ai-je à apprendre sur moi en ce moment ? Comment puis-je utiliser cette douleur pour devenir plus fort ?» Certaines des personnes les plus confiantes et accomplies au monde ont connu des rejets dévastateurs. Mais au lieu de les briser, ces épreuves sont devenues le point de départ d'une relation plus profonde avec elles-mêmes. Le rejet peut marquer le début d'une révolution intérieure, si tu le permets. Commence dès aujourd'hui. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi une vérité positive. Fais un acte concret d'amour-propre. Prépare un repas nourrissant, fais une promenade revitalisante ou consacre 1 heure à quelque chose que tu aimes vraiment. Ces petits gestes d'auto-soin sont des déclarations puissantes à ton subconscient. Et avec le temps, à mesure que ton estime de soi se renforce, tu commenceras à remarquer des changements subtils mais profonds dans la manière dont les autres te perçoivent. Cette personne qui t'ignorait peut commencer à ressentir ton absence, à se demander ce qui a changé. Et ce ne sera pas à cause d'une manipulation. Ce sera parce que tu as réellement changé, de l'intérieur. Et c'est là, la transformation la plus puissante qui existe. Lorsque tu offres une attention véritable et authentique, tu crées une connexion bien plus profonde que de simples échanges de mots. L'autre personne se sent alors valorisée d'une manière rare et inoubliable. Un autre aspect de la présence magnétique réside dans la façon dont tu te déplaces dans le monde. Il ne s'agit pas d'être la plus belle ou la plus élégante, mais d'habiter pleinement ton corps avec confiance. C'est marcher comme si tu avais parfaitement le droit d'occuper ta place, faire des gestes délibérés, sans cette agitation nerveuse née de l'insécurité. Ton langage corporel en dit bien plus que tes paroles. Tes épaules sont-elles rentrées comme si tu voulais disparaître, ou bien ouvertes, détendues, en signe d'accueil? Fuis-tu le regard des autres ou es-tu capable de soutenir un regard avec calme? De simples ajustements dans ta posture peuvent totalement transformer la façon dont on te perçoit. La voix est aussi un élément crucial. Tu n'as pas besoin d'une voix puissante de narrateur. Ce qui compte, c'est la clarté, la conviction. Parle un peu plus lentement, articule bien chaque mot, marque des pauses. Cela donne une impression naturelle de sécurité et d'autorité. Avant de rencontrer quelqu'un ou d'entrer dans un environnement social, prends un instant.
Respire profondément, sens tes pieds ancrés au sol, imagine une ligne d'énergie traversant ta colonne vertébrale et redressant ta posture. Ce petit rituel peut transformer entièrement ta présence. La présence magnétique repose aussi sur l'authenticité. Quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre pour impressionner ou éviter le rejet, tu crées une dissonance que les autres perçoivent, même sans savoir pourquoi. Il y a quelque chose de répulsif dans la fausseté et d'irrésistible dans la sincérité. Être authentique ne signifie pas tout dire ou exposer ses insécurités. Cela veut simplement dire être en paix avec soi-même, ses qualités comme ses défauts. C'est cette tranquillité intérieure de celui qui n'a rien à prouver à personne. Un autre pilier de la présence magnétique, c'est la curiosité sincère. Lorsque tu t'intéresses réellement aux autres, à leurs idées, à leurs émotions, tu deviens naturellement plus captivant. On est attiré par ceux qui posent des questions avec enthousiasme et non par ceux qui attendent juste leur tour pour parler. Beaucoup croient qu'ils doivent impressionner les autres avec leur réussite, leur intelligence ou leur savoir. Mais en réalité, ce que l'on retient, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que l'on a ressenti à tes côtés. Et lorsque tu fais que quelqu'un se sente écouté, compris et apprécié, tu laisses une impression profonde. Le silence fait aussi partie de cette présence. Savoir quand parler et quand se taire. Ne pas ressentir le besoin de combler chaque vide par des mots est une marque de sécurité intérieure qui fascine. Ta façon d'affronter les défis joue aussi un rôle. Aborder les problèmes avec calme, sans drame, montre une force tranquille. Il ne s'agit pas de nier tes émotions, mais de les gérer avec maturité et concentration. La générosité émotionnelle est un autre élément clé. Être capable de féliciter sincèrement, de célébrer les réussites des autres sans jalousie, d'offrir du soutien sans rien attendre en retour. Cette richesse intérieure crée une énergie positive autour de toi qui attire naturellement les autres. Rappelle-toi, la présence magnétique n'a rien à voir avec la manipulation. Elle consiste à amplifier ce qu'il y a de meilleur en toi, à retirer les barrières de peur, d'insécurité, les blessures du passé, pour laisser rayonner ta lumière naturelle. Un exercice puissant consiste à observer les personnes que tu trouves magnétiques, pas pour les copier, mais pour comprendre ce qui résonne en toi. Souvent, ce que nous admirons chez les autres est déjà présent en nous, à l'état latent. Cette observation peut réveiller ton propre pouvoir de magnétisme personnel. Et puis, il se passe quelque chose de surprenant. Cette personne qui t'ignorait commence à ressentir ton absence d'une nouvelle manière. Ce n'est plus l'absence de messages ou d'échanges, mais celle d'une énergie unique. Cela éveille parfois un désir de renouer. Et même si cette personne ne revient pas, d'autres viendront à toi. De nouvelles relations, de nouvelles opportunités apparaîtront, souvent quand tu t'y attends le moins. Souviens-toi, développer ta présence magnétique est un chemin, pas une destination. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et centré, et d'autres où de vieilles insécurités referont surface. C'est normal. L'important, c'est de continuer sans te juger. Commence à pratiquer dans les interactions quotidiennes. Écoute avec toute ton attention. Pose des questions sincères. Complimente de manière spécifique et honnête. Ces petits gestes, répétés chaque jour, transformeront profondément ta présence. Et alors, presque comme par magie, tu réaliseras que tu n'as plus besoin de courir après personne. Ce seront les autres, y compris cette personne spéciale, qui seront attirés vers toi. Non pas à cause de tes efforts ou de tes demandes, mais simplement à cause du pouvoir magnétique de ta présence authentique. Se permettre de montrer ses propres faiblesses, non pas de manière dramatique ou manipulatrice, mais avec honnêteté et dignité, crée un espace où l'autre personne se sent également en sécurité pour s'ouvrir. Partager une peur, une insécurité ou un espoir secret peut générer une intimité émotionnelle plus profonde que des années de conversations superficielles. La nostalgie est un déclencheur émotionnel particulièrement puissant. Notre cerveau a tendance à stocker les souvenirs heureux avec une intensité particulière. Lorsque tu évoques avec délicatesse des moments significatifs vécus ensemble par exemple,
Tu te souviens de cette fois où on s'est perdu pendant le voyage et où on a découvert cet endroit incroyable? Tu ne rappelles pas seulement ce souvenir, mais tu réactives toutes les émotions positives associées à lui. Il est important de le faire subtilement et au bon moment. Il ne s'agit pas de ressasser le passé, mais de toucher ses souvenirs comme on feuillette un vieil album photo, avec tendresse, mais sans s'y attacher. Le mystère est un autre déclencheur émotionnel souvent sous-estimé. Les êtres humains sont naturellement curieux et attirés par ce qu'ils ne comprennent pas complètement. Lorsque tu gardes certains aspects de toi discrets, comme un livre dont on n'a jamais lu la dernière page, tu crées un intérêt constant. Ce n'est pas un jeu, ni une fausse image, mais une invitation à laisser l'autre te découvrir progressivement. Pense à ces relations qui se sont vite éteintes. Souvent, c'était parce qu'il n'y avait plus rien à découvrir, plus rien à apprendre. Ne cesse donc jamais de te développer. Cultive de nouveaux centres d'intérêt, explore de nouvelles expériences. Cette évolution permanente nourrit le mystère et maintient l'attraction. La surprise, lorsqu'elle est bien utilisée, est un déclencheur émotionnel immédiat. Pas besoin de gestes grandioses comme dans les films. Parfois, il suffit de se souvenir d'un détail mentionné des semaines plus tôt ou de faire quelque chose d'inattendu mais porteur de sens. Ce sont ces petites attentions qui créent les souvenirs les plus profonds. Le rire partagé est un autre déclencheur puissant et souvent négligé. Faire rire quelqu'un de manière forcée, mais avec un humour qui résonne avec sa personnalité, crée une connexion chimique immédiate. La science montre que le rire libère des endorphines et renforce la complicité. Deux personnes qui rient ensemble se sentent soudain du même côté, même si elles étaient en conflit quelques instants plus tôt. Le toucher, lorsqu'il est approprié et respectueux, est un déclencheur émotionnel fondamental. Nous sommes des êtres physiques, et le contact peau à peau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, générant des sentiments de connexion et de confiance. Un léger contact sur le bras pendant une conversation, un vrai câlin, ou simplement s'asseoir près de quelqu'un. Ces gestes silencieux peuvent parfois parler bien plus que 1000 mots. La rareté est un déclencheur émotionnel profondément ancré dans notre psychologie. Nous avons tendance à valoriser ce qui est rare ou peu accessible. Cela ne veut pas dire jouer à des jeux du style « je suis là, puis je disparais », mais comprendre que ta présence constante peut réduire, paradoxalement, ta valeur perçue. Avoir ta propre vie, tes propres passions et engagements, non pas par stratégie, mais par authenticité, crée un équilibre qui attire davantage. La personne réalise alors que ton temps est précieux, justement parce qu'il n'est pas toujours disponible. La validation émotionnelle est aussi un déclencheur très puissant. Souvent, quand quelqu'un exprime une émotion difficile, notre réflexe est d'essayer de régler le problème ou de lui expliquer pourquoi il ne devrait pas se sentir ainsi. Mais ce qui crée réellement de la connexion, c'est simplement reconnaître et valider ce que l'autre ressent, sans jugement ni tentative immédiate de solution. Dire « je comprends pourquoi tu te sens comme ça » ou « c'est normal que tu sois blessé par cela » génère une sensation profonde d'être compris. Et se sentir compris sans être jugé est l'un des besoins émotionnels les plus fondamentaux de l'être humain. Le respect des limites est lui aussi un puissant déclencheur émotionnel. Montrer que tu respectes l'espace, le temps et les décisions de l'autre, même si cela signifie accepter un non, envoie un message de sécurité et de maturité. Dans un monde où beaucoup ont l'impression que leurs limites sont constamment franchies, cela fait toute la différence. Respecter les limites, c'est souvent ce qui donne à l'autre l'envie de se rapprocher. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance, que tu ne vas pas envahir son espace émotionnel ou physique. Ce sentiment de sécurité est extrêmement attirant. Montrer une croissance personnelle visible est également un déclencheur très fort. Quand quelqu'un s'est éloigné, voir que tu évolues, que tu apprends de tes erreurs, que tu deviens une meilleure version de toi-même, pas pour impressionner, mais par désir sincère de grandir, peut raviver l'intérêt. Tout le monde veut être aux côtés de quelqu'un qui s'élève. Ce progrès visible crée une curiosité naturelle. En qui es-tu en train de te transformer? La gratitude exprimée de manière spécifique est un autre déclencheur émotionnel profond. Pas juste un merci machinal,
mais le fait de reconnaître concrètement l'impact positif qu'a eu cette personne dans ta vie. Par exemple, le conseil que tu m'as donné l'an dernier m'a permis de prendre une décision qui a changé ma vie. Ce genre de reconnaissance touche une corde essentielle, celle de sentir que notre présence compte, qu'elle fait une vraie différence. Enfin, l'un des déclencheurs les plus puissants est de montrer que tu vas bien sans cette personne. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est justement ce détachement qui éveille souvent un sentiment de perte. J'ai perdu quelqu'un de spécial. Il ne s'agit pas ici de faire semblant, ni de poster une image fausse de bonheur sur les réseaux. Il s'agit de te concentrer, sincèrement, sur ta propre vie, ton propre chemin. Quand tu fais cela pour de vrai, pas comme une stratégie, mais comme un engagement envers toi-même, tu dégages une énergie naturelle qui agit comme un aimant émotionnel. Souviens-toi, l'utilisation de ces déclencheurs émotionnels ne doit jamais être une forme de manipulation. Il s'agit de mieux comprendre la nature humaine et de créer un espace pour des connexions plus profondes et sincères. Ce qui fait la différence, c'est l'intention derrière chaque geste, chaque mot, chaque silence. C'est cette intention authentique, respectueuse et consciente qui transforme une simple interaction en lien véritable entre deux cœurs. Il existe une immense différence entre être ensemble et être véritablement connecté. Beaucoup de relations ne manquent pas d'amour, mais d'une connexion réelle, profonde, qui va au-delà de la surface. La connexion profonde, c'est ce sentiment rare et précieux que quelqu'un nous comprend vraiment, nous voit dans notre totalité et choisit malgré tout de rester. Quand quelqu'un t'ignore ou s'éloigne, ce n'est souvent pas l'amour qui s'est dissipé, mais ce lien authentique qui s'est brisé. Et pour le reconstruire, il faut bien plus que des messages romantiques ou des cadeaux coûteux. Cela demande un voyage intérieur de ta part, mais aussi de l'autre personne. Le premier secret pour créer une connexion profonde, c'est l'écoute active. Pas cette écoute superficielle où l'on attend juste son tour pour parler, mais une écoute véritable, où tu absorbes vraiment ce que l'autre dit. Tu prêtes attention aux émotions derrière les mots, tu observes le langage corporel, tu poses des questions qui montrent un intérêt sincère. Essaye cela la prochaine fois que tu es avec une personne chère. Pose ton téléphone, regarde-la dans les yeux, écoute-la, comme si cette conversation était la plus importante de ta journée. Ne pense pas à ta réponse, ne ramène pas tout à toi, sois juste pleinement présent. Ce simple changement peut métamorphoser la qualité de votre lien. Le deuxième pilier de la connexion profonde, c'est la vulnérabilité authentique. Dans notre société, on nous enseigne à montrer uniquement nos meilleures versions, à cacher nos luttes, à faire semblant de tout contrôler. Mais la véritable connexion naît précisément lorsque l'on baisse nos défenses et qu'on se montre tel que l'on est. Il ne s'agit pas de tout dévoiler d'un coup, ni d'utiliser la vulnérabilité pour manipuler émotionnellement. Il s'agit de partager, au moment juste, tes véritables espoirs, tes peurs sincères, tes rêves les plus profonds. Montrer tes cicatrices sans les utiliser comme des armes ou des boucliers. Le troisième fondement, c'est ce qu'on appelle la présence constante. Pas une présence physique envahissante, mais une présence émotionnelle fiable. Être là, vraiment là, pas seulement dans les grands drames, mais dans le quotidien. C'est cette constance qui crée un sentiment de sécurité. Quand on sait que l'autre ne fuira pas à la première difficulté, alors on peut vraiment se relâcher. On peut s'ouvrir comme jamais auparavant, chose impossible dans une relation instable. Un autre aspect fondamental de la connexion profonde, c'est la croissance partagée. Les relations les plus riches sont celles où les deux personnes évoluent ensemble, apprennent l'une de l'autre, élargissent leur vision du monde. Ce n'est pas qu'une question d'intérêt commun, c'est une curiosité sincère pour l'univers de l'autre. Pose des questions. Quels sont ses rêves futurs, sa philosophie de vie, les leçons qui l'ont marqué? Ne demande pas seulement « Comment s'est passée ta journée ?» Demande plutôt « Qu'est-ce qui t'a fait réfléchir aujourd'hui ?» ou « Qu'as-tu appris récemment qui t'a surpris ?» Ce genre de questions ouvre la porte à des échanges bien plus profonds. L'acceptation sincère est aussi essentielle. Trop souvent, on confond amour et espoir que l'autre changera pour correspondre à nos attentes.
Mais une vraie connexion naît quand on peut dire, avec nos mots et nos actes, « Je te vois tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts, et je choisis de t'accepter entièrement. » Cela ne veut pas dire accepter les comportements toxiques ou irrespectueux. Cela veut dire reconnaître que nous sommes tous imparfaits, tous porteurs de parts d'ombre et de luttes intérieures. Offrir cette acceptation, c'est créer un espace sûr où l'autre peut être lui-même, sans peur du jugement. Le conflit sain est aussi une partie cruciale de la connexion profonde. Cela peut sembler paradoxal, mais les couples qui ne se disputent jamais n'atteignent que rarement une véritable intimité. C'est dans la manière dont on traverse les désaccords que se révèle la force d'une relation. L'art, c'est de savoir être en désaccord sans blesser, exprimer sa colère sans cruauté, chercher des solutions, pas des vainqueurs. Quand tu traverses un conflit difficile et que tu en ressors avec une meilleure compréhension de l'autre, votre lien en ressort plus fort, bien plus qu'après des moments simplement harmonieux. Le temps de qualité est irremplaçable. Pour bâtir une connexion profonde, il ne suffit pas de compter les minutes passées ensemble. Il faut créer des moments de vraie présence, sans distraction. Cela peut être une promenade sans téléphone, un repas sans écran où vous parlez vraiment, ou même un silence partagé. Ces instants simples, authentiques, laissent une empreinte émotionnelle bien plus forte que n'importe quel cadeau luxueux. Ce sont ces petits moments qui construisent, brique après brique, la force d'un lien durable. Le respect mutuel est le socle sur lequel repose toute connexion profonde. Et ce respect se voit dans les petits gestes, la façon dont tu parles, dont tu écoutes, dont tu respectes l'espace et les limites de l'autre. Quand le respect est là, la relation peut grandir naturellement. Beaucoup de gens se concentrent tant sur l'amour qu'ils oublient le respect. Mais sans respect, l'amour devient étouffant, possessif, voire toxique. Le respect, c'est l'oxygène qui permet au feu de l'amour de brûler doucement et sainement. La gratitude consciente renforce énormément la connexion entre deux personnes. Il ne suffit pas de ressentir de la gratitude, il faut l'exprimer régulièrement. Remercier pour les grandes choses, mais aussi pour les petites attentions du quotidien. Un simple « merci de m'avoir écouté aujourd'hui » ou « j'ai apprécié que tu te sois souvenu de ce détail important pour moi » peut nourrir profondément le lien affectif. Les recherches montrent que les couples qui pratiquent régulièrement la gratitude mutuelle rapportent des niveaux de satisfaction bien plus élevés. Pourquoi? Parce que la gratitude nous sort du mode « attente » ou « exigence » et nous place dans un état d'appréciation sincère. Enfin, soutenir les rêves individuels de l'autre est un pilier souvent négligé. Les relations les plus fortes ne sont pas celles où les deux personnes fusionnent, mais celles où chacune conserve son individualité tout en construisant quelque chose de plus grand ensemble. S'intéresser sincèrement au projet de l'autre, célébrer ses victoires comme si c'était les tiennes et l'encourager dans ses moments de doute, voilà ce qui crée une intimité bien plus grande que le simple romantisme. Cela montre que tu aimes cette personne, non pas pour ce qu'elle t'apporte, mais pour ce qu'elle est, dans sa globalité. La capacité de pardonner ne repose pas uniquement sur le rôle que l'autre personne joue dans ta vie. Elle est essentielle pour maintenir une connexion sur le long terme. Nous faisons tous des erreurs. Nous nous blessons, parfois sans le vouloir. La différence entre les relations qui durent et celles qui s'effondrent réside souvent dans la capacité à gérer la douleur, à comprendre les faiblesses humaines et à choisir de pardonner sans nourrir de rancune. Cela ne signifie pas oublier ou nier que quelque chose de douloureux s'est produit. Le vrai pardon se manifeste lorsque la douleur est entièrement accueillie, que des limites saines sont posées si nécessaire et que l'on décide ensuite de ne pas laisser cette douleur définir la relation ou la personne. L'un des moyens les plus puissants de créer une connexion profonde, c'est ce qu'on appelle l'investissement partagé dans le futur. Quand deux personnes ne vivent pas seulement dans le présent, mais imaginent et construisent activement un avenir ensemble, elles tissent un lien qui dépasse l'instant. Cela peut être aussi simple que planifier un voyage dans quelques mois, ou aussi profond que rêver ensemble de ce que seront les prochaines années. Ce qui compte, c'est que chacun sente qu'il avance dans une direction commune, tout en gardant un espace pour son propre chemin. Une connexion profonde
ne naît pas du jour au lendemain. Elle ne reste pas forte sans un soin constant. C'est comme un jardin. Il doit être arrosé, taillé, nourri chaque jour. Les petits gestes du quotidien comptent bien plus que les grandes démonstrations occasionnelles. Souviens-toi, lorsqu'une personne s'éloigne ou commence à t'ignorer, elle cherche souvent, au fond, une connexion plus authentique, même si elle ne sait pas comment l'exprimer. Plutôt que de voir ce retrait comme un simple rejet, considérez-le comme une invitation à améliorer la qualité du lien entre vous. Et même si cette personne ne revient jamais, le travail que tu fais pour développer ta capacité à créer des connexions profondes ne sera jamais perdu. Ces compétences transformeront toutes tes relations, avec tes amis, ta famille et tes futures relations amoureuses. La capacité à créer et maintenir des liens significatifs est peut-être l'une des compétences les plus précieuses à cultiver dans la vie. Les limites saines sont comme les murs d'une maison. Sans elles, n'importe qui peut entrer, prendre ce qu'il veut et te laisser vulnérable. Beaucoup pensent qu'en amour, il ne devrait pas y avoir de limites. Qu'aimer signifie être toujours ouvert, disponible, vulnérable. C'est une erreur. Les relations les plus solides sont justement celles où les limites sont claires et respectées par les deux parties. Sans limite, l'amour peut vite se transformer en dépendance, en contrôle, voire en perte totale de soi. Lorsqu'une personne commence à t'ignorer, c'est souvent le signe que ses limites ont été floues ou ignorées. Peut-être as-tu envahi son espace sans le savoir, ou peut-être lui as-tu permis d'envahir le tien au point de perdre son respect ou son intérêt. Le premier pas pour poser des limites saines, c'est de reconnaître que tu as le droit d'en avoir. Cela peut sembler évident, mais beaucoup d'entre nous ont grandi en pensant que poser des besoins, c'est être égoïste. Dire non, c'est être cruel. Se prioriser, c'est être insensible. Rien n'est plus faux. Avoir des limites claires, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. C'est comprendre que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Pour être vraiment présent pour les autres, tu dois d'abord l'être pour toi-même. Une limite saine peut être aussi simple que « j'ai besoin d'une heure seule chaque jour pour recharger mes batteries » ou aussi ferme que « je n'accepte pas qu'on me parle sur ce ton », même en cas de colère. L'important, c'est qu'elle repose sur tes besoins réels, pas sur la peur ou le désir de contrôler l'autre. Pour savoir où poser tes limites, écoute tes émotions. Le ressentiment qui monte, la colère soudaine, l'anxiété en présence d'une personne. Ce sont souvent des signes que tes limites sont franchies, même si tu ne les as pas encore clairement identifiées. Dans une relation où tu es ignoré, poser des limites est essentiel pour ta dignité. Il ne s'agit pas de lancer des ultimatums du genre « si tu ne me réponds pas, c'est fini ». Il s'agit de poser des choix calmes, centrés sur toi. Je comprends que tu as besoin d'espace, mais moi, j'ai besoin de constance. Je vais me recentrer sur ma vie pendant que tu décides ce que tu veux. La manière de communiquer tes limites est cruciale. Beaucoup utilisent des accusations « tu m'ignores toujours » ou des menaces « si ça continue, je m'en vais ». Ces approches déclenchent souvent des réactions défensives. La méthode la plus efficace consiste à parler en « je ». Quand je reste sans réponse pendant des jours, je me sens blessé et perdu. J'ai besoin de plus de clarté. Un autre piège, annoncer des conséquences que tu ne vas pas appliquer. Si tu dis « la prochaine fois que tu m'ignores, je mets fin à la relation », mais que tu ne le fais pas, tes limites perdent toute crédibilité. Les conséquences doivent être réalistes et centrées sur ton bien-être. Dire « si cette incohérence continue, je devrais prendre du recul pour protéger ma paix intérieure » est plus honnête et plus puissant que toute menace vide. Apprendre à accepter un non sans le prendre comme un rejet personnel fait aussi partie de la maturité relationnelle. Respecter les limites de l'autre, qu'il s'agisse de temps, d'espace ou d'émotion, crée une connexion fondée sur le respect mutuel et non sur la culpabilité ou l'obligation. Les limites évoluent avec le temps. Ce dont tu avais besoin au début d'une relation peut changer, et c'est normal. Ajuster tes limites en fonction de ta croissance personnelle, ce n'est pas de l'instabilité, c'est une preuve de maturité. Enfin, les limites ne sont pas seulement là pour dire non,
Elles servent aussi à savoir quand dire oui, savoir ce que tu veux offrir, ce que tu es capable de donner sans te trahir. En amour, cela signifie distinguer la générosité véritable qui vient de l'abondance du sacrifice de soi, qui engendre frustration et épuisement. Les limites ne sont pas des murs infranchissables. Ce sont des barrières avec des portes que toi seul décides d'ouvrir. Avoir des limites ne veut pas dire être froid. Cela signifie être conscient de qui tu laisses entrer et dans quelles conditions. Souvent, quand quelqu'un commence à t'ignorer après une période intense, c'est que l'absence de limites a créé une sensation d'étouffement. Poser des limites peut paradoxalement raviver l'intérêt, car cela instaure un espace sain, sans fusion totale ni distance extrême. Enfin, les limites t'aident à distinguer les comportements acceptables de ceux qui sont réellement nuisibles. Sans cette clarté, tu te perds. Avec elle, tu te retrouves. Nous avons tendance à osciller entre deux extrêmes, tolérer des comportements toxiques ou rejeter complètement l'autre pour de petits défauts. Pourtant, la sagesse se trouve souvent dans le juste milieu. Comprendre que chacun fait des erreurs, que nous avons tous des mauvais jours, c'est essentiel. Mais cela ne veut pas dire accepter tout. Certains comportements, comme ignorer volontairement, utiliser le silence comme punition ou disparaître sans explication, sont des formes de contrôle émotionnel qu'on n'a pas à tolérer. Voici une question puissante à te poser. Si tu savais avec certitude que tu ne perdrais jamais cette personne, quelles seraient les limites que tu poserais? Souvent, nous acceptons l'inacceptable par peur d'être seuls ou rejetés. Mais des limites dictées par la peur ne protègent pas vraiment. Les limites les plus importantes sont celles que tu établis avec toi-même. Des engagements comme « Je ne t'enverrai plus de messages si tu ne réponds pas » ou « Je ne vais plus annuler mes plans dans l'espoir que tu m'appelles » sont des promesses à toi-même qui renforcent ta dignité, peu importe la réaction de l'autre. Le véritable fondement des limites saines, c'est la connaissance de soi. Plus tu comprends tes propres schémas, pourquoi tu t'accroches à des personnes émotionnellement indisponibles, pourquoi tu tolères des comportements blessants, pourquoi tu as du mal à dire non, plus tu es capable de poser des limites qui protègent vraiment ton bien-être. Beaucoup d'entre nous ont appris dès l'enfance que notre valeur dépendait de notre capacité à plaire, à être toujours disponible, à ne jamais déranger. Désapprendre ces réflexes demande du temps et de la pratique. Chaque petit non que tu oses dire, là où tu aurais dit oui par peur, est une victoire. Voici un exercice simple mais puissant. Fais une liste des comportements que tu as tolérés mais qui ne sont pas alignés avec ce que tu mérites. Et, à côté de chaque point, écris la limite saine que tu pourrais poser. Cela t'apporte de la clarté et agit comme un rappel visuel quand ton cœur essaie de convaincre ta raison d'abandonner ta dignité. Dans une ère de connexion constante, il est aussi crucial d'inclure la technologie dans tes limites. Beaucoup de relations souffrent aujourd'hui à cause des attentes d'une disponibilité immédiate. Poser des limites comme « Je ne consulte pas mes messages après 22 heures » ou « Mes week-ends sont pour me déconnecter » peut sembler anodin, mais cela transforme profondément la dynamique relationnelle. Car si tu es toujours disponible, toujours en train de répondre instantanément, tu conditionnes les autres à l'attendre. Et lorsque tu ne peux plus maintenir ce rythme, la déception est énorme, comme si tu avais commis une faute grave, alors que tu vivais simplement ta vie. Autre vérité essentielle, certaines personnes vont résister à tes nouvelles limites. Quand tu changes les règles du jeu, quand tu arrêtes de toujours te rendre disponible, de tout faire passer avant toi, certaines personnes vont tenter de te culpabiliser. D'autres seront en colère, certaines s'éloigneront. Et cela, c'est une bénédiction déguisée. Ceux qui s'éloignent lorsque tu poses des limites saines sont justement ceux qui profitaient de ton déséquilibre émotionnel. Ceux qui te respectent vraiment resteront peut-être après un temps d'adaptation parce qu'ils te valorisent pour qui tu es et non pour ce que tu leur donnes. Souviens-toi que les limites ne sont pas rigides. Elles respirent. Elles s'adaptent selon les situations. En cas de crise réelle, tu peux assouplir certains principes pour offrir un soutien exceptionnel. Mais cela doit rester un choix conscient et non un abandon de ton intégrité. Et voici le plus surprenant. Plus tu affirmes tes limites, plus ton respect de toi-même grandit.
Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui quémande des miettes d'attention, mais comme une personne digne d'un amour plein, profond, respectueux. Et ce sentiment intérieur d'estime de soi est plus puissant que n'importe quelle validation extérieure. Et l'ironie, c'est que plus tu es ferme avec tes limites, plus tu t'honores et exiges le même respect des autres, plus tu attires des personnes vraiment disponibles pour un amour mature et équilibré, y compris peut-être cette personne qui t'ignorait auparavant. Car au fond, nous cherchons tous, même inconsciemment, une relation où coexistent équilibre et autonomie, engagement et respect, vulnérabilité et force. Les limites saines n'effraient pas l'amour véritable. Elles créent l'espace dont il a besoin pour s'épanouir dans sa forme la plus belle et la plus durable. Maintenant que tu connais les 7 secrets pour transformer l'indifférence en amour véritable, ne garde pas ce savoir pour toi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Car plus tu aides les autres à réveiller leur pouvoir amoureux, plus tu renforces ta propre capacité à créer des relations profondes et sincères. Tandis que d'autres se contentent encore de miettes, toi, tu es sur le chemin d'une vie amoureuse transformée. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». Prenez soin de vous et à très bientôt.